Bonjour mesdames, soyez les bienvenus. Chantal Joanneau, bonjour. Vous êtes sénatrice UDI de Paris. Annick Le Petit, bonjour. Vous êtes députée PS de Paris. Alors c'est la réforme des programmes du collège qui fait l'actualité, qui a un peu de mal à passer. Alors Najat Vallaud-Belkacem est montée au créneau ce week-end pour dénoncer ce qu'elle appelle de la désinformation. De l'autre côté, si je puis dire, on a de nombreux intellectuels, des politiques qui montent également au créneau pour lutter, si je puis dire, contre cette réforme. Alors j'aimerais comprendre en deux mots pour commencer, qu'est-ce qui va vous diviser sur ce sujet? Annick Le Petit, est-ce que vous reprenez ce terme de désinformation lorsqu'on remet en cause le bien fondé ou le sens de cette réforme du collège et des programmes surtout? Ça fait plusieurs jours qu'on entend beaucoup de polémiques autour de cette question. J'ai remarqué, mais je ne suis pas la seule, qu'à chaque fois qu'on parle de réforme et d'enseignement et d'école, ça crée des passions. Alors ce n'est pas le seul sujet dans notre pays qui crée des passions absolues. La tournure est particulièrement politique, puisque des parlementaires UMP, sous la houlette de Bruno Le Maire, demandent le retrait de la réforme. Et de l'autre côté, nous avons des manifestations, sans doute, qui vont avoir lieu. Je ne sais pas si elles auront beaucoup de succès. Moi, ce que j'entends... Des gens au sein même de votre camp qui montent au créneau contre cette réforme. On en a entendu quelques-uns. Très peu. On en a entendu quelques-uns. Oui, mais là, on a... Vous savez, moi, je suis pour le collectif. Je pense qu'en politique, la personnalisation à outrance, certains doivent penser qu'ils pensent mieux que d'autres, sans doute, n'est pas propice. Surtout quand il s'agit, finalement, de millions d'élèves. Parce que c'est de ça dont il faut parler. Je trouve qu'on parle beaucoup... du collège, des matières, et peu finalement des collégiens. Or, le constat, qui n'est pas nouveau, n'est pas très bon concernant le collège, concernant l'école. Nous avons commencé il y a 3 ans par la refondation de l'école, loi dans laquelle était inscrite justement la réforme du collège. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver du jour au lendemain. J'ai le sentiment que la manière dont on en parle, on a l'impression que c'est tout à coup une réforme qui tomberait comme ça du ciel, ce qui n'est pas le cas. Et finalement, moi, ceux que j'écoute le plus, que j'entends, ce sont les enseignants, parce que c'est eux qui sont en première ligne. Et donc les enseignants, ils posent des questions, à juste titre, qu'ils sont légitimes, auxquelles il faut répondre, bien sûr, qu'il n'y ait pas de confusion entre la réforme des programmes, qui, elle, est entre les mains du Conseil des programmes, qui continue à travailler sur ces questions, et puis la réforme en profondeur du collège, qui apporte justement ce que nous réclamons tous depuis très longtemps, c'est-à-dire travail en petits groupes, apprentissage des langues un peu plus tôt. Ce sont des questions qui ne sont pas nouvelles, qui sont posées et là, sur lesquelles nous apportons des solutions. Donc oui, davantage de pédagogie, c'est le cas de le dire, de notre part, de la part de la ministre, et elle n'a pas attendu que ce week-end pour monter au créneau. Elle a raison de défendre sa réforme. Et puis surtout, quand j'entends par exemple Luc Ferry, on est là dans du délire absolu. Alors, Chantal Joanneau, je présume que vous ne partagez pas tout à fait cette analyse de cette réforme. J'allais dire, vous avez 4 minutes pour en parler aussi, puisqu'Annick Le Petit a pris son temps, et c'est légitime. Bon, d'abord sur le constat qui est accablant pour la République, c'est qu'en France, on est l'un des pays de l'OCDE où l'origine sociale des parents joue le plus sur les résultats scolaires. Là, vous êtes d'accord? Or, là, on est d'accord. Le problème, c'est que cette influence, elle se joue au primaire. Elle se joue dès la plus petite enfance. On dit souvent que beaucoup d'acquis s'acquièrent avant 8 ans. Et donc, s'il fallait réformer et s'il fallait vraiment mettre le paquet en termes de moyens, c'est sur le primaire. Parce qu'aujourd'hui, en France, justement, c'est proportionnellement, quand on se compare à d'autres pays, là, on met le moins de moyens. Donc ça, c'est le premier constat. J'aurais préféré... Non, mais manifestement, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout sur l'école primaire. On n'est pas du tout sur l'individualisation, justement, des enseignements. On n'est pas du tout à la hauteur du problème en France. Deuxièmement, on arrive au collège. Alors, au collège, on a, au nom de l'égalité, on fait de l'inéquité.
Parce que c'est pas parce qu'il y en a qui sont très bons qu'il faut les empêcher d'être très bons. Et les classes bilingues, pardon, les classes européennes, moi j'aurais préféré qu'on les mette justement dans tous les quartiers et qu'on permette de faire comme ce qu'avait fait Sciences Po à des élèves de toute origine sociale, d'y participer par des préparations adaptées pour qu'ils puissent aller vers cet idéal européen, qui est le mien en plus. Enfin, là, pour le coup, sur les classes européennes, j'ai un peu de mal effectivement à comprendre la logique, et qu'on aille vers des enseignements effectivement qui puissent tirer les personnes qui sont dans la difficulté vers le haut et pas l'inverse. Il y a beaucoup de pédagogues aujourd'hui. Alors, deuxièmement, pourquoi il n'y a pas de liberté pédagogique pour les enseignants? Ça, c'est un des fers de lance de l'UDI. C'est pas du tout dans le texte. Troisièmement, effectivement, qu'on autorise une vraie différenciation. Quand il y a des classes où on a des difficultés, qu'on autorise beaucoup plus d'avoir des petits groupes avec plus de temps, et quand des classes ont moins de difficultés, qu'elles soient plus larges. C'est pas une difficulté. Ça n'est pas effectivement très clairement dans le texte. Moi, je suis très favorable à ce qui est sur l'individualisation des enseignements dans le texte, et c'est parfait. Qu'il y ait du soutien beaucoup plus qu'on personnalise, c'est absolument nécessaire aujourd'hui. Quand on a des enfants, on voit bien que moi j'ai 3 enfants, il n'y en a pas un qui fonctionne de la même manière, donc c'est normal d'individualiser. Mais par contre, effectivement, et sur les matières, mais le Conseil est encore en train d'y réfléchir, parce que là, il y a des choses qui ont pu légitimement faire bondir les uns et les autres. Lesquelles ? Sur la réforme de l'histoire. Pourquoi est-ce que certaines parties de l'histoire seraient optionnelles et d'autres pas? En réalité, elles sont toutes liées. Vous ne pouvez pas parler des traites négrières, vous ne pouvez pas parler de la colonisation si vous ne parlez pas du siècle des Lumières et de tout le contexte intellectuel de l'époque. Donc ça, c'est encore un point qui est en cours de discussion. Donc on ne va pas définitivement... Major Vallaud-Belkacem a reconnu hier que la rédaction n'était peut-être pas tout à fait claire et qu'il fallait revenir là-dessus. Entre optionnel et pas optionnel, c'était ma foi quand même relativement clair dans la présentation du texte. Et sur les langues, ok pour apprendre plus tôt, mais ce qu'il faut, c'est augmenter le volume d'heures de langue globale, et pas effectivement on dit on apprend plus tôt mais on n'augmente pas le volume d'heures global. Vous voyez, enfin, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que il faut augmenter le volume d'heures, et en même temps on trouve que, pas vous, mais d'autres trouvent que les élèves passent trop de temps au collège, aimeraient qu'ils en passent moins. Chacun a son avis. Je rappelle que la consultation des enseignants commence aujourd'hui sur les programmes. Donc c'est là où on va vraiment rentrer dans le fond du sujet. Moi, je pense qu'il faut au contraire que ce débat... Moi, je ne le prends pas négativement, ce débat. Parce que j'entends certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils débarquent de la Lune, qui n'ont jamais mis les pieds dans un collège, qui parlent de choses qui existaient il y a 40 ans, mais qui n'existent plus depuis 40 ans. Donc je pense, moi j'incite tout le monde à être un peu modeste, à regarder de près ce qui se passe aujourd'hui dans les collèges. Et au lieu de dire que ce serait cette réforme qui apporterait de l'inégalité, parce que tout irait bien aujourd'hui, même si personne n'ose vraiment le dire comme ça, mais enfin, sur le constat, vous semblez tous assez d'accord quand même. Sur le constat que ça ne va pas, tout le monde semble assez d'accord. Oui, mais on ne peut pas se contenter, alors pour le coup, d'envoyer systématiquement aux enseignants le fait que ça ne va pas, et de finalement pilonner systématiquement dès qu'on bouge quelque chose. Moi, j'observe quand même que tous les matins, il y a 8 millions d'enfants qui vont à l'école, et ça veut dire que leurs parents partent travailler ou faire autre chose dans la journée sans s'inquiéter, parce qu'ils savent que leurs enfants, là où ils sont, seront bien. Eh bien, ça, c'est quand même une spécificité française sur laquelle je veux insister, parce qu'on envoie des messages systématiquement négatifs, très négatifs vis-à-vis des enseignants. Oui. Bien sûr que les résultats sont pas bons, mais ça a été d'ailleurs au cœur de la campagne électorale du président de la République, François Hollande. Ça a été la jeunesse, oui, ça a été l'éducation. C'est pour ça que nous avons commencé par la refondation de l'école. Oui, et j'invite, c'est vrai qu'on a peu parlé de ce texte, parce que à ce moment-là, c'était les rythmes scolaires. Il y a eu les rythmes scolaires qui ont complètement plombé le débat. Oui, mais il n'était pas dans le texte, c'est ça quand même. C'était une réforme nécessaire mais mal faite. Ça a complètement plombé le débat, mais ça a été une réforme nécessaire mais mal faite. Parce que moi, j'ai soutenu le rapport qui avait été fait à l'époque quand nous étions au gouvernement. Mais le problème, c'est qu'il aurait fallu toucher aux vacances, que personne n'a osé faire, et ce qu'il faudrait absolument faire, parce que c'était dans les conclusions du rapport, et ça n'a pas été pris en compte. Donc c'est vrai.
ça, les vrai, élèves, vous ne moi, je pouvez pas préfère non qu'ils plus, y aillent plus passer souvent à en force tout l'école. le temps, hein. Ça n'a même Justement, pas été c'est ce mis, qu'on nous ça n'a reproche, même pas donc, été mis sur la table. La manifestation On de nous demain. a reproché la même chose, donc ça, je pense que dès qu'on est au pouvoir, de toute façon, on nous reproche toujours un peu la même chose. Mais La ça, manifestation de demain, est-ce qu'elle est capitale? Est-ce qu'elle est clé pour Najat Vallaud-Belkacem? Est-ce qu'elle est en danger? Et c'est la semaine de tous les dangers pour le gouvernement Valls, dit la presse, juste le un mot quand gouvernement même, Test. parce que moi je souhaite pas faire trop de comparaisons avec précédentes mandatures, parce que nous on remet des enseignants, des postes, alors que lors de la précédente sur les mandature, 60 000, on les a c'est pas une supprimés. majorité devant On les les a élèves, hein. supprimés. Non mais il faut Sur commencer les 60 000, déjà il aurait par- été préférable que ce soit majoritairement faut devant les élèves commencer quand même et par qu'il y ait moins de qu'il monde y ait dans les des bureaux. enseignants hein. en face des enfants, c'est quand même mieux, et que ce soit des enseignants formés. Et ça, c'est quand même deux On revient à la grève questions de sur demain. lesquelles On aurait- nous avons mis le paquet. Impact de la grève de demain, vous pensez qu'elle peut être forte? Ce serait un comble, pardon, de voir un gouvernement socialiste attaqué par l'enseignement qui, traditionnellement, vote plutôt côté PS. Moi, je n'ai pas de pronostic pour demain. J'ai entendu quand même la majorité des organisations syndicales qui disent qu'elles ne souhaitent pas l'enterrement de ce projet. Elles souhaitent que les discussions se poursuivent. Donc oui, il faut poursuivre les discussions. Sur la mobilisation, je n'ai pas de pronostic, mais en tout cas, ceux qui sont en première ligne, si je puis dire, les enseignants, doivent en effet être rassurés, avoir des réponses, et ça me paraît être le principal. Donc je suis convaincue que personne, en tout cas ceux qui vont manifester demain, souhaitent que cette réforme soit mise au panier. En revanche, qu'on puisse continuer à discuter, et particulièrement sur les programmes, sur la manière. Moi, j'entends bien les enseignants qui sont inquiets, par exemple, quand on parle d'interdiscipline, parce que chacun enseigne sa propre discipline et que c'est compliqué de savoir comment ils vont travailler. Donc c'est plutôt sur ces questions-là qu'il faut les rassurer. Pour le reste, moi, j'invite chacun et chacune à bien relire cette réforme et voir que finalement, tous les cris d'orfraie qui ont été poussés ne sont pas justes, bien au contraire. Si, il y a quand même il y a quand même des légitimités au débat, et quand il est aussi débat, important et qu'il touche effectivement et hurlement. des intellectuels, on peut pas parfois dire que les intellectuels nous servent et d'autres fois ne pas les écouter. Donc le débat, il est sur la table, on peut pas le nier. Et si les personnes disent écoutez, il faut recommencer la réforme, il y a des points qui vont. Il ne faut pas les nier, parce que c'est trop facile en politique, en général, on jette tout. Donc les points sur l'individualisation, la personnalisation sont des points effectivement nécessaires. D'autres points qu'il faut effectivement quasiment remettre complètement à plat. On ne peut pas ignorer ce qui va se dire dans la rue demain. Je veux dire que si ça avait été un gouvernement de droite au pouvoir, vous lui auriez dit, à la limite, démissionner s'il y a trop de monde dans la de droite, dans la rue. Madame Joanneau Donc, il faut n'aurait arrêter. jamais fait une réforme C'est comme pas nous faisons. vrai, mais non. vous savez que c'est écoutez, entièrement faux. J'ai lu les Des réformes, il y en a eu. Il y a des réformes, il y en a eu à droite. Il y a eu beaucoup de débats sur cette question du collège unique, pas du collège unique. Pour moi, ça ne touche en rien les fondamentaux débats, oui. qui sont effectivement les méthodes pédagogiques qui ne sont jamais questionnées dans aucun texte. Et ça, Mais le là, problème ils le sont. central de la France, c'est les méthodes pédagogiques. Elles le sont par le petit bout. Donnons une vraie autonomie et testons les nouvelles méthodes pédagogiques. Les méthodes Montessori en France n'ont absolument aucun droit de citer, alors que, pardon, elles ont fait leurs preuves dans d'autres pays. Donc ça, c'est un vrai sujet. Quand on a tous des gosses, Ça, c'est pour on dès la voit la primaire, hein. difficulté, effectivement, à leur faire passer, à leur aimer apprendre à apprendre. C'est ça le sujet central. Oui, Alors- et moi je veux juste rajouter que en tant qu'élu local, je siège dans des conseils d'administration de collèges, donc je vois concrètement aussi la réalité et ce qui se passe dans chaque collège. Et le fait Moi, j'ai que des mômes, que les donc collèges je vois ont comment ça se passe. davantage- que les collèges ont davantage d'autonomie, que les chefs d'établissement aient davantage d'autonomie pour justement s'occuper un peu mieux des élèves Mais dans c'est leur particularité. indispensable. Ça ne veut Mais- pas dire niveler par le bas. Ça ne veut pas dire niveler par le bas. Quand on Travailler supprime en les petits classes groupes bilingues, ne veut pas dire c'est- niveler par le bas. C'est l'analyse de l'UDI bah, et comment de l'UMP. et de beaucoup d'autres, malheureusement. Un mot sur la politique, j'allais dire plus politicienne, pardon, j'aimerais parler du congrès du PS avec vous, Annick Le Petit. Et vous inquiétez pas, il y en aura pour vous aussi, Oui, on va parler des régionales. Voilà. Je ne suis pas candidate au national. Donc, Non, mais Alors, le congrès, c'est pas... Le congrès du PS, la tonalité est assez particulière avec des frondeurs qui se sont réunis. Martine Aubry, qui est venue finalement se rallier à la motion Cambadélis. Comment vous vivez tout ça ?
Écoutez, moi je le vis d'abord comme une militante socialiste depuis de longues années, donc forcément je m'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de mon parti. Je ne confonds pas ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. C'est une chose que j'aurais aussi aimé au sein de mon propre groupe ces 3 dernières années, surtout quand on en est la porte-parole. Quelquefois, ce n'est pas évident de faire la synthèse, mais qu'il y ait des débats internes, bien évidemment. D'abord, c'est notre rôle, c'est le rôle d'un parti politique que de débattre. Après, le fait que Martine Aubry vienne rejoindre le premier secrétaire du Parti socialiste, moi je ne peux que m'en réjouir. Et je ne vois pas là... le gouvernement, de toute façon, a dit qu'il ne changerait pas sa ligne, quel que soit le vote au congrès du PS. Mais le gouvernement a confiance dans ses militants, même s'il sait, et c'est logique, que des militants se posent des questions et ils s'en posent encore davantage lorsque le Parti socialiste a des responsabilités extrêmement importantes qui sont les siennes. Donc c'est de ça dont nous discutons en ce moment dans les sections, plutôt que, encore une fois, des personnes. Moi je veux, et j'essaierai toujours, systématiquement, de remettre la politique au sens noble du terme, plutôt que de mettre les individus. Même chose pour Chantal Joanneau. Vous, votre idée, c'est que l'UDI doit toujours aller en face de l'UMP au premier tour des élections, au régional notamment, au présidentiel aussi, ce qui n'est pas tout à fait l'avis d'Hervé Morin et d'autres. Jamais pris la parole pour les présidentielles. Et vous pouvez me torturer, je ne vous dirai rien sur ce sujet parce que c'est vraiment pas l'actualité, on a le temps. Sur les régionales, mon idée, effectivement, c'est que l'UDI soit indépendante. C'est qu'elle porte sa voix parce qu'elle a une vision différente, que ce soit sur les questions européennes, sur les questions de décentralisation, sur les questions écologiques, sur la cohésion sociale. Nous avons une vision effectivement différente et qu'il est nécessaire de porter plusieurs voix à droite et de ne pas fonctionner de bloc. À bloc. C'est pour ça que je vais effectivement au premier tour des régionales. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir rendu visite ce matin. Derrière la porte, Piaf, Jean-Daniel Lévy, Gérard Leclerc, Denis Jambard et Yves Tréhard pour le débat des éditorialistes. Il n'y a pas de femmes ? On a débordé. Il y en avait 2, 3, non, là aujourd'hui, il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait pas d'hommes dans le débat non plus. Que chez les éditorialistes, notamment Presse quotidienne régionale, quand vous lisez tous les éditos, il n'y a que des hommes. Si j'osais vous le dire, vous avez des témoins derrière la vitre qui vous diraient que je milite pour avoir plus d'éditorialistes ici, femmes. Mais les invités, quand même, vous le reconnaîtrez ce matin. Matinale, voilà. Ça doit être ça. Merci, passez une belle journée. C'est le débat des éditorialistes tout de suite. Merci encore.